Il a roulé sa bosse à travers le monde pendant plus de 30 ans pour proposer ses carnets aux fidèles téléspectateurs de la RTBF. Aujourd'hui, retraité, il écrit une partie de ses aventures au hasard des pistes. Nous recevons un plateau Philippe Lambillon qui ne manque pas d'humour. Ça le fait rire, c'est bien. Mais non, enfin, vous taquine évidemment. Retraité, ça me fait mal. Non, mais 30 ans, ça ne nous rajeunit pas. Moi non plus, vous savez. Bien sûr, bien sûr. Vous n'êtes pas retraité, vous n'êtes même pas à l'approche de la retraite. Oui. Pas de lutte dans pas si longtemps. Allez, des aventures, vous en avez vécu évidemment des milliers, on les a suivis avec grande attention. Est-ce que ça a été compliqué de choisir finalement toutes ces aventures? Je vais là, je vais plutôt là. En fait, de choisir, au départ, vous voulez dire choisir ou bien mon départ? De choisir vos aventures. Ici dans le. En fait, c'est venu un peu par hasard. C'est en fonction de. Je me suis remémoré évidemment tous les personnages que j'avais croisés, ces gens dont je n'ai jamais parlé, comme des chauffeurs, des guides, et puis tout ce qui est en parallèle. Le making-of, évidemment, c'est le plus intéressant, pour moi en tout cas, mais que je n'ai jamais pu montrer puisque je tourne des fictions. Et donc, j'ai découvert avec les photos, les films, en visionnant des archives de 37 ans, en fait, qu'il y avait des personnages qui étaient extraordinaires et j'avais envie de parler d'eux. Et c'est là la différence, c'est que je ne me mets plus en valeur. Je parle d'eux et en fait, c'est des gens qui, en fait, sont de vrais aventuriers, qui vivent l'aventure au quotidien, mais qui la vivront toute leur vie, alors que moi, je suis un aventurier, pas de salon, mais je débarque 2 ou 3 mois par an pour vivre l'aventure, c'est tout à fait différent. Mais alors, on parlait, un peu en plaisantant de votre retraite, en tout cas de la retraite des carnets du bourlingueur que vous ne faites plus, vous faites d'autres choses évidemment, mais vous commencez quand même cet ouvrage par une préface où vous parlez du temps qui passe, vous parlez de votre âge, de vos 70 ans, qu'il vous reste à peu près 3000 jours, c'est ça, à vivre en moyenne. C'est quelque chose qui vous inquiète ? C'est-à-dire que quand j'ai fait le point, quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis dit tiens, c'est une bonne idée, parce que quelques mois après, c'est pas que je le regrettais, mais je me suis dit peut-être que je veux dire, c'était pas le moment. 30 ans, j'aurais pu aller un peu plus loin. Et puis je me suis dit voilà, j'ai 70 ans. Qu'est-ce qui va m'arriver dans les années à venir? Et puis je me suis mis à fouiller dans les statistiques, jusqu'à quel âge j'en vivais, quelles sont les maladies qu'on pouvait attraper à partir de 60 ans. Et je me suis dit, j'ai déjà échappé à la plupart, donc vraisemblablement, ça va me tomber dessus. Et là, je vais vous faire une petite confidence, c'est que c'était beaucoup plus dur, l'intro. Et quand je l'ai fait lire à ma fille, elle a été tellement touchée qu'elle en a pleuré. Elle m'a dit, mais papa, tu dis que tu vas mourir? Je dis non, je dis pas que je vais mourir, je veux dire que dans quelques années, vraisemblablement, je vais mourir. Donc j'ai dû déjà quand même un petit peu changer le début, parce que je trouvais que c'était très dur, mais voilà, c'est la réalité. Ça fait 50 ans presque, disons 47 ans que je vis du voyage, que je bouge tout le temps, et je suis toujours en pleine forme, en tout cas j'espère. Et c'est vrai que c'est la question qu'on se pose, comme beaucoup de gens autour de moi. Mais vous vous dites à un moment donné, je ne vais plus pouvoir voyager, et ça vous inquiète? Ah, c'est ce qui pourrait m'arriver de pire, oui. De décider, ou qu'on décide pour moi, de par la santé ou autre chose, que voilà, maintenant tu restes ici, tu es vraiment à la retraite. Et ça, je ne peux même pas l'imaginer. Je repars dans quelques jours pour un mois seul, en repérage, je vais aussi filmer. Je n'imagine pas qu'on puisse me dire un jour, voilà, c'est terminé, tu as l'âge d'arrêter. Ça serait trop compliqué, ça serait... Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à vivre toutes ces aventures quand vous étiez en fait, ça a commencé... Mais non, il va nous détester. Je savais. Non, pas du tout. C'est pas du tout péjoratif. En fait, en commençant, en affichant mon âge, en donnant des détails aussi quand même. Voilà, on peut dire que vous étiez jeune. Je ne me cache pas. En fait, je pense que les premiers reportages, c'était plutôt... donc, je travaillais pour la presse écrite, donc je faisais des photos, j'écrivais quelques papiers. Et je me suis rendu compte très vite qu'en fait, c'était ma vie, et que voilà, j'étais mieux ailleurs que chez moi. J'ai des enfants, j'ai un petit-enfant parce que je suis grand-père depuis quelques mois. Mais ça ne change rien. Merci, ça ne change rien. J'ai ce besoin d'aller voir ailleurs, de voir comment sont les gens, de découvrir d'autres choses, de me retrouver aussi pas en danger, mais dans des situations que je n'aurais pas l'occasion de vivre ici. Et tout ça, c'est un besoin que je ressens depuis que j'ai 23, 24 ans. Et ça n'a jamais changé. Et de savoir que je peux toujours repartir et que je peux toujours vivre ce type d'aventure, me trouver isolé quelque part dans le monde, c'est vrai que c'est un peu spécial, mais ma femme me dit toujours, voilà, après 3 ou 4 mois, t'es insupportable, il faut que tu repartes. Donc c'est une façon de me ressourcer et de dire, ok, je vais recharger mes batteries ou les décharger, et je reviens en forme en général. Et vous continuez. Alors effectivement, dans l'ouvrage, vous avez pris pas mal de... C'est au hasard des pistes.
pistes, il y a pas mal de pistes qui sont différentes. Il y a l'Afrique, il y a l'Amérique du Sud. Vous allez quand même aussi en Asie. On a l'impression qu'il y a quand même certains endroits qui ont un peu vos faveurs. En lisant le livre, l'Inde, par exemple, j'ai vraiment l'impression que c'est un pays que vous n'avez pas aimé. Qui a été plus dur pour vous? Qui a été plus dur, oui, parce que c'est difficile déjà pour filmer. Sortir une caméra en Inde, c'est 500 personnes qui accourent, qui demandent de l'argent, ou bien qui mettent les mains sur l'optique. Donc c'est compliqué, mais c'est un pays que j'aime, en fait, parce que c'est un Far West. Pour moi, j'aime bien les Far West. C'est des terres un peu difficiles, où il y a des problèmes au quotidien. Dès qu'on se lève, il y a un problème. Il y a un problème, je dirais, avec les autorités, un problème quand on mange, il y a un problème quand on rentre dans un temple. Et donc, j'aime bien ça. C'est pas le cas en Afrique, par exemple? Si, mais l'Inde, non, parce que vous me dites que je n'ai pas aimé, c'est parce que, en fait, je tournais, et tourner, c'est pas voyager. En fait, quand je pars en repérage, ou que je pars comme ici, avec du matériel léger, je suis beaucoup plus libre. Mais quand vous sortez une caméra 16 mm et qu'il faut tourner en Inde, c'est très difficile, comme le Pakistan, le Bangladesh, toutes ces régions-là, c'est difficile. Donc, c'est pas que j'ai pas aimé en tant que réalisateur et en tant que cinéaste, mais pour voyager et pour vivre l'aventure avec un grand A, c'est un pays extraordinaire. L'aventure, elle est encore possible aujourd'hui? Parce que là, il y a certaines histoires qui se passent plutôt dans les années 80. Voilà. Désolé, on va vous vieillir aujourd'hui. Mais est-ce que ça serait encore possible, est-ce que c'est encore possible, puisque vous le faites toujours aujourd'hui, d'être vraiment déjà avec des individus qui ont peu de contact avec le monde occidental? Ça, c'est déjà une première chose. Et puis aussi, il y a la technologie qui a évolué. Dans les années 80, vous n'aviez pas de balise GPS chez les Givaros. Aujourd'hui, je n'en ai toujours pas. Aujourd'hui, on peut avoir le GSM à un moment donné quand même, ou un téléphone satellite en tout cas. Bien sûr, mais je le dis souvent, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est de trouver ces régions. Donc il faut aller plus loin, il faut aller plus haut, il faut aller dans le désert, il faut aller en forêt profonde, et il faut prendre le temps d'y arriver. Et donc je pense qu'on peut toujours vivre l'aventure. On a eu beaucoup de problèmes, par exemple, en tournant à plus de 5000 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes. On a eu des problèmes aussi en tournant avec les aborigènes, dont je parle dans le bouquin, parce que là, dès qu'on est à 500-600 km d'une ville et de la civilisation, et qu'on est vraiment en autarcie, on peut encore vivre l'aventure, mais je pense qu'il faut avoir les moyens d'aller à sa rencontre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut circuler. J'ai été en Namibie il n'y a pas longtemps. En Namibie, vous pouvez rouler pendant 2 jours sans voir ni un animal, ni un individu. Donc, il y a encore des terres, mais quand j'ai démarré, j'ai l'impression que le monde entier, c'était une terre d'aventure. Aujourd'hui, ça s'est amenuisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut chercher les endroits et il faut les moyens d'y arriver. Et si je puis me permettre, votre aventure, elle est très masculine. C'est beaucoup de chauffeurs hommes. Vous parlez beaucoup, évidemment, de soirées un peu arrosées dans différents coins du monde, où les femmes, finalement, celles que vous croisez, c'est beaucoup de prostituées aussi. Non, mais c'est vrai, quand vous êtes... on a cette image... Quand je suis seul, en fait... non, mais c'est ça aussi. Ça a changé, ça, ou pas ? Oui, ça a changé. Je veux dire que quand vous débarquez dans un village africain avec une équipe, c'est le tam-tam, tout de suite, ça se sait. Et je veux dire que dans les débuts du tournage, quand on arrivait dans un village dans les années 80, on nous repérait et on avait la police, on avait les marabouts, on avait tous les gens qui voulaient de l'argent. Et il y avait surtout toutes les prostituées de 100 km à la ronde qui disaient, il y a des blancs, on va essayer de gagner un peu d'argent. Donc mon rôle aussi, c'était le soir de créer un no man's land. On rassure votre femme. Autour des huttes dans lesquelles on dormait. Et souvent, j'ai eu beaucoup de filles, entre guillemets, je préfère filles de joie, qui ont tourné dans les carnets. Pas dans leur propre rôle, mais parce qu'il fallait bien, elles restaient là en attente pendant 3 semaines. Il m'est arrivé, il y a beaucoup de séquences des carnets où ce sont des péripatéticiennes qui jouent dans les carnets. Ce que je dis toujours, avec l'argent du service public, je suis quand même le seul à avoir pu utiliser des prostituées pour tourner dans une émission. Effectivement. Alors dans ce livre, il y a aussi plein d'anecdotes de tournage. Et alors la petite anecdote croustillante dont vous parlez pas mal, c'est quand même des toilettes. Oui. Ça aussi, je pense que vous pourriez faire un livre. J'ai visité les toilettes chez vous en arrivant. Je trouve que c'est génial. Cette toilette à Damiens, on a envie de jouer aux échecs dès qu'on s'assied. Mais ça en dit beaucoup, en fait, les lieux d'aisance sur la société, sur comment ça évolue aussi. C'est énorme. C'est énorme, et en fait, quand on rentre de tournage un mois dans un village, en général, avec mes collègues, on se téléphone, on dit « Ah, quel plaisir quand même de retrouver les toilettes !» Parce que c'est
hyper compliqué de s'isoler dans un village. Et je parle surtout de l'Afrique où là, tout le monde vous suit. Dès que vous quittez votre chambre, votre hutte, tout le monde vous suit parce qu'il y en a qui espèrent toujours avoir un cadeau. Les enfants, c'est des caramels. Donc, je raconte souvent cette histoire, mais c'est vrai. C'est que il m'est arrivé souvent en Afrique de partir la nuit avec une lampe frontale parce qu'on a aussi des problèmes, je veux dire, dus à la nourriture. On ne mange pas la même chose, effectivement. On ne mange pas la même chose. Et donc, c'est toujours très dur de courir dans la savane avec une lampe frontale. On se dit, on pourrait peut-être rencontrer une hyène ou n'importe quel animal. Puis dès qu'on voit un buisson, on se dit, ouah, le soulagement. Et combien de fois je pensais être dans un lieu vraiment isolé et puis j'entendais, ça va, patron, on est bien installé. Et ça, c'est génial. On ne vit ça qu'en Afrique, ou des enfants qui chantent Frère Jacques pour savoir où vous êtes, parce qu'ils savent très bien qu'en chantant Frère Jacques, en général, les touristes viennent, disent, ah, vous parlez français. Et donc, j'ai vécu ça dans beaucoup de pays. Et entre nous, c'est souvent des anecdotes. C'est les commodités. Donc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Souvent, on a des batteries. Mais, et les toilettes, ça, c'est vraiment un cauchemar. Oui, Philippe Lambillon, vous vous souvenez avec précision de tout ce que vous avez vécu? Vous avez pris des notes et c'est ça qui vous a permis de poursuivre l'aventure dans votre tête, peut-être? J'ai pris des notes et je fais beaucoup de photos à la base, énormément de photos. Et donc, quand j'ai arrêté, j'ai repris un peu tout. J'ai révisionné des films, des films que j'avais tournés avec une caméra à 8 ou des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais dis donc, j'ai jamais parlé de ça. Et en fin de compte, j'ai une mémoire des personnages, des gens. Je me souviens, j'ai changé beaucoup de prénoms parce qu'il y en a encore qui vivent. Et donc, forcément, parfois, on me parle d'un prénom. Je dis, mais non, oui, ok, c'est lui. Mais donc, j'ai la mémoire de l'instant et la mémoire surtout des gens qui m'ont marqué à travers le voyage. Et dès que je débarque quelque part, surtout quand je suis seul, c'est terrible parce que après 10 minutes, vous vous rendez compte que vous avez affaire à un personnage. Je veux dire, quand on va, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et donc, là, comme je passe un moment avec eux, j'apprends d'eux, donc je mémorise, je thésaurise. Et aujourd'hui, je suis déjà en train d'écrire le second, enfin le deuxième, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que voilà, j'ai tellement de choses à raconter. Et j'ai été quand même sevré quelque part, parce que les carnets, c'est une fiction. Je pouvais parler que du personnage que je jouais, je donnais des conseils. Maintenant, je me libère et je raconte presque tout. Et vous racontez tout donc dans Au hasard des pistes. Voilà, donc vous pouvez aux éditions Luc Pire. On vous retrouvera aussi bientôt en télé. Vous avez d'autres projets du coup? Je termine une série de fiction sur le bourlingueur, mais donc qui n'est plus l'émission des carnets. Mais donc là, je vais à la rencontre des gens. Et c'est une série de 12 numéros. Et en principe, je commence aussi avec trois inédits de ces nouveaux 26 minutes, une série de conférences avec Exploration du Monde, fin de cette année. Voilà, c'est dans un prochain avenir. Et là, je repars. Dans 4 jours, je serai aux Antipodes, au soleil. Vous allez où exactement? Au Cambodge, dans le nord du Cambodge, oui. Que vous connaissez déjà ou pas? Oui. J'y étais pendant le Covid, enfin, je suis revenu, mais j'y étais pendant le Covid et en fait, il y a beaucoup de régions à découvrir au Cambodge qui sont tout à fait méconnues. Mais oui, il suffit de s'isoler un petit peu, de prendre un bus, de s'arrêter. Et voilà, c'est comme ça que ça commence l'aventure. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de vous être arrêté par BX1. C'est moins aventureux, mais voilà, quoique. Merci beaucoup Philippe Lambillon d'être venu dans notre studio. C'est moi qui vous remercie.